C'est un expert en biologie végétale qui a fait beaucoup de travaux avec l'INRA et avec Paul Colonna à l'INRA. Monsieur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir invité. Je suis très honoré de venir parler parmi vous. Alors, je dois vous parler de la photosynthèse tremplin de la bioéconomie. Alors, à court terme, nous allons faire un bref rappel des principales fonctions biologiques des plantes, savoir comment elles fonctionnent. Alors, une plante, c'est constitué de deux compartiments, un compartiment aérien qui est formé des feuilles et des tiges, et un compartiment racinaire qui est dans le sol, formé des racines. Alors, les racines absorbent l'eau et les éléments minéraux du sol, et la partie aérienne remplit de nombreuses fonctions. Alors, la partie racinaire est un organe vivant qui respire, elle utilise l'oxygène et elle rejette du CO2. La partie foliaire et les tiges, la partie verte, elle aussi, elle est vivante, elle respire, donc elle prend l'oxygène, elle rejette du CO2. De plus, les plantes qui ont absorbé l'eau transpirent beaucoup, en particulier en été. Et un hectare de maïs sur le plateau de Saclay, par exemple, c'est 100 mètres sur 100 mètres, consomme chaque jour, en été, 60 tonnes d'eau qui sont transpirées, qui sont tirées du sol et qui sont transmises à l'atmosphère. Vous voyez, les consommations d'eau par les plantes, ce n'est pas rien. Et en plus de cette respiration et transpiration, les plantes exercent une autre fonction qui s'est traduite par une absorption du CO2 et un rejet d'oxygène, fonction qui est apparemment l'inverse de la respiration. Alors c'est une fonction respiration et photosynthèse. Alors photosynthèse parce que synthèse à la lumière. Ce sont des fonctions qui sont découvertes depuis la fin du XVIIIe siècle, au moment où les grands chimistes sont arrivés et les physiologistes, vers 1875-80, ont mis en évidence la photosynthèse et la respiration, fonction apparemment inverse. Alors la photosynthèse, par définition, c'est le processus biologique par lequel les plantes, les algues et les bactéries photosynthétiques vertes utilisent l'énergie de la lumière pour assimiler le carbone du gaz carbonique, CO2, du dioxyde de carbone, et ainsi le transformer en molécules organiques. Alors, un petit résumé de cette affaire, toujours une plante qui assimile par ses racines de l'eau et des éléments minéraux, qui synthétise énormément de composés et qui absorbe le carbone du CO2 de l'atmosphère et qui rejette de l'atmosphère de l'oxygène. Et vous avez un endroit à gauche les cellules de feuilles, et dans ces cellules de feuilles, on voit des petits points verts, ce sont des chloroplastes. Et à droite, vous avez un grossissement des chloroplastes qui font quelques microns de diamètre et de longueur. Ils sont formés de systèmes lamellaires très complexes. Ils portent les pigments, la chlorophylle verte et les caroténoïdes jaunes, que l'on voit apparaître maintenant que la chlorophylle commence à se détruire. Et sur ces membranes existent des nanomachines qui vont transformer l'énergie de la lumière absorbée par les chlorophylles, d'une part en pouvoir réducteur sur des molécules stables, issues de la photosynthèse, qui s'était traduite par l'absorption de la lumière, énergisation d'électrons qui forment un courant électrique et mise en réserve de cette énergie sous forme de pouvoir réducteur, une molécule stable. Et ensuite, la même chose pour des protons, un mouvement de protons qui va se traduire par aussi la synthèse d'une autre molécule stable, l'ATP. C'est une molécule, tous les organismes de la création en nous. Et actuellement, par exemple, vous fabriquez énormément de molécules, fameuses molécules énergétiques, l'ATP. On estime que chaque jour, l'homme fabrique son poids en cette molécule, mais qui est sans arrêt remise en question et qui fournit notre énergie. Donc les plantes et les animaux et les humains fonctionnent de la même façon. Alors, la photosynthèse se décline en deux phases. En vert, la partie photochimique, donc c'est la transformation, comme je vous ai dit, de la lumière en énergie chimique stable, deux molécules stables. Et ceci va se faire,
il y a des mouvements d'électrons et de protons. Il faut trouver ces électrons et ces protons. Alors, les plantes ont trouvé un système astucieux avec les chlorophylles et autres. C'est qu'elles sont capables de donner des protons et des électrons bien énergisés. Et quand elles les ont perdus, il faut qu'elles en récupèrent des pauvres en énergie. Et là, elles vont les récupérer dans l'eau. Les plantes vont être capables, on dit, d'oxyder, c'est-à-dire de casser la molécule d'eau en électrons, protons et un produit déchet qui est l'oxygène. Vous voyez ce qu'on fait par électrolyse en demandant beaucoup d'énergie, les plantes le font à température ambiante, dans un milieu aqueux et sans qu'il y ait de mouvement extérieur. Alors, l'oxygène va être, les plantes vont fournir en gros 90% au moins de l'oxygène de la planète. Il y en a eu un petit peu fabriqué physiquement avant, mais les plantes à la photosynthèse ont fourni l'oxygène qui existe, la tension d'oxygène qui existe actuellement. Et la deuxième étape de la photosynthèse, c'est pas le tout d'avoir ces deux molécules ATP et pouvoir réducteur, il faut pouvoir les utiliser en grande quantité et naturellement. Donc il y aura une seconde étape, qui est une étape de carboxylation, c'est-à-dire de fixation du carbone du CO2 sur des squelettes carbonés déjà existants, et on va augmenter la chaîne de carbone. Mais si on n'a que ce carbone tout seul, ça ne va pas donner grand-chose, et on va énergiser ces molécules carbonées en récupérant les deux molécules fabriquées par la transformation de la lumière en énergie chimique au cours de la photosynthèse. Et l'ensemble va donner naissance à des premiers produits qui sont les sucres, qui sont des molécules très énergétiques, qui sont les lipides, les corps gras, qui sont très énergétiques, les acides aminés, et ensuite toutes les molécules qui interviennent dans la fabrication de la biomasse. Donc la photosynthèse est une fabrique de biomasse et une fabrique d'oxygène, et en même temps, elle absorbe le CO2 et régule l'atmosphère. Alors les molécules synthétisées sont du glucose et du fructose, des molécules des sucres simples, et quand vous mettez glucose plus fructose, ça fait saccharose, le sucre de cuisine. Et vous pouvez aussi ensuite avoir des polymères, donc des longues chaînes de molécules semblables qui vont s'additionner les unes aux autres comme un chapelet. Le glucose va donner de l'amidon et de la cellulose. Et l'amidon et la cellulose sont quand même des molécules un peu différentes. Vous pouvez digérer l'amidon, donc le constituant des farines, mais vous ne pouvez pas digérer la cellulose. Le coton hydrophile, par exemple, ce n'est pas digeste. Certains animaux le font, mais nous n'avons pas les bactéries nécessaires pour le faire. Et ces molécules polymérisées, qui sont apparemment très semblables, diffèrent une fois que par une position précise d'un atome. Et vous voyez, entre les molécules différentes, il y a un atome d'oxygène, et suivant que l'oxygène, la fonction est en haut, le petit crochet est en haut, ça va vous donner de l'amidon, et si le crochet est en bas, ça va vous donner de la cellulose. Et puis les celluloses peuvent s'unir aussi à des molécules polymérisées, des monolignols, des alcools phénoliques, et qui vont donner de la lignine, c'est-à-dire un constituant du bois. Et l'ignocellulose, ça va être vraiment le constituant du bois. C'est ce qui sert à faire la matière organique. Et il représente en gros les amidons, cellulose et l'idocellulose, c'est la plus grande partie de la biomasse. Les autres constituants sont les lipides, les corps gras formés d'acides gras qui sont hydrophobes en général, et ces acides gras vont donner les huiles qui vont être utilisées pour l'alimentation et qui vont être utilisées aussi pour l'industrie. Il y a aussi fabrication de protéines qui seront utilisées pour notre organisme et pour d'autres utilités. Et vous avez des polymères aussi, de petites molécules C5, l'isoprène, au centre en bas, qui vont donner à la fin, mettons des dizaines de milliers d'isoprènes des uns ou des autres, qui vont former, par exemple, le caoutchouc naturel. Et puis vous avez des molécules plus complexes, comme en jaune, la caféine, font partie des alcaloïdes. Il y a beaucoup de médicaments et de produits qui interviennent aussi dans le goût. Par exemple, les coumarines sont très importantes pour déterminer le goût des aliments. Et ces coumarines sont utilisées aussi pour la fabrication des parfums. Vous voyez, vraiment, la biomasse, il y a une grande biodiversité et elle est fabriquée de molécules que nous rencontrons tous les jours dans notre environnement. Alors la biomasse directement va donner des produits que l'on appelle maintenant biosourcés ou chimie verte. Ce sont des produits alimentaires de toujours,
l'énergie, le bois déjà, il y a encore beaucoup de consommation de bois sur la planète et même en Europe, les alcools et les biocarburants, on a dit deux mots rapidement tout à l'heure, les textiles, les fibres textiles par exemple, le lin, le chanvre et le coton, c'est des polymères de cellulose et ils sont très utilisés encore actuellement. Et ensuite, ils sont souvent bien acceptés par la population parce qu'ils provoquent moins d'allergies que les produits issus du pétrole. La chimie organique, donc on va retrouver tous les solvants, les lubrifiants, les détergents en colorants et peintures, qu'on peut appeler des biosolvants et autres. Les produits pharmaceutiques, comme le taxol, l'artémisine et la valbiastine, qui sont des produits de traitement contre le cancer. L'artémisine, c'est le produit de traitement contre le paludisme qui a valu à une chinoise, en 2015, le prix Nobel. La cosmétologie aussi utilise beaucoup de produits directement issus des plantes, les parfumeries aussi. Et on rencontre aussi dans les biomatériaux, le bois d'œuvre, le bois de toutes sortes, c'est très important. Et on le trouve dans les isolants, les bioplastiques et compagnie. Et on utilise d'ailleurs de plus en plus de fibres végétales ou éventuellement animales comme la laine dans l'isolation des bâtiments. Alors, cette chimie verte, elle va être, elle peut avoir une autre identité, elle va se transformer en chimie blanche. Parce que là, on utilisait les produits qu'on utilise depuis des millénaires, en gros, tels quels, avec des transformations modestes. Mais depuis longtemps existe la fermentation. Ça fait des millénaires que l'on fabrique des boissons alcoolisées, le vin, la bière, que l'on fabrique du pain et que l'on fabrique des fromages. Et ceci se fait par des produits chimiques, mais surtout par catalyse enzymatique des enzymes, des petites machines, des protéines, des petites machines qui sont capables de manger certaines molécules et de les transformer en d'autres molécules. Et puis les micro-organismes, les levures, qui sont connus depuis les millénaires, je vous le dis, dans les problèmes de fermentation. Et ceci maintenant se fait, au lieu de se faire dans des tonneaux ou des choses comme ça, maintenant ça se fait dans des bioréacteurs. Et par exemple, l'amidon peut donner l'acide succinique, qui est une molécule d'ailleurs que l'on rencontre dans notre organisme. C'est une molécule très naturelle et qui va donner par exemple des bioplastiques, des pigments nouveaux, des produits antigels, du polyuréthane, de la pharmacie, tous les produits en gros de la pétrochimie. Alors, les enzymes sont très intéressantes et les micro-organismes travaillent avec leurs enzymes aussi. Parce que si vous prenez par exemple une enzyme donnée, une protéine donnée, vous la mettez dans l'eau, elle peut rester comme ça intacte pendant un grand nombre d'heures. Si vous ajoutez des acides ou des bases, et que vous chauffez à 100 degrés, là, au bout de quelques heures, vous allez casser votre molécule de protéines en ses constituants d'acide aminé, que vous pourrez récupérer pour faire d'autres choses. Et si vous mettez cette protéine, cette protéine en présence d'une protéine qu'on appelle protéase, et bien là, en quelques minutes, à température ambiante, à la limite, elle va casser la protéine en ses constituants acides aminés. Vous voyez, les enzymes, c'est des choses qui travaillent à température ambiante, en milieu aqueux, sans solvant, et qui peuvent donner des constituants intéressants pour la chimie, par exemple. Et nous avons les mêmes enzymes pour notre digestion. Alors, rapidement ici, on retrouve la synthèse d'acide succinique à partir d'amidon et de cellulose en haut. Et en bas, vous voyez un grand diagramme où on voit que l'amidon, issu des graines de plantes, va pouvoir être transformé en une quantité énorme de constituants utilisés soit directement ou comme précurseurs des bioplastiques, précurseurs des solvants classiques et autres. Et ceci, on refait en gros à partir de l'amidon toutes les molécules de la pétrochimie. Alors, il y a quand même là des bémols. Théoriquement, toutes les synthèses des différents composés sont possibles. Mais certaines synthèses sont encore très onéreuses et d'autres sont encore, ou des fois les mêmes, sont encore au niveau du laboratoire. Donc, la pétrochimie est des fois quand même plus facile
mais on fait d'énormes progrès. Je le disais encore hier, que pour synthétiser l'isobutène, qui peut être utilisé comme carburant et aussi dans les pommades et autres, et bien maintenant, les fabrications par chimie blanche, chimie verte d'abord, et chimie blanche, ont des rendements de 87%. Vous voyez, c'est des progrès énormes depuis quelques années. Alors, c'est une science qui est ancienne en fait, hein, parce qu'avant l'arrivée du pétrole, juste après-guerre, on faisait tout, on faisait que de la chimie verte, et on utilisait la fermentation et autres pour faire notre alimentation et nos boissons. Et puis les fibres synthétiques, les fibres, pardon, classiques, coton et autres, normalement. Et quand on a eu le pétrole, on est tombé dans la facilité parce que c'est un produit qui est énergétique, liquide, qui se rapporte bien et qui ne bouge pas au cours de l'année et qui est très stable. Alors que les produits issus des cultures, eh bien, ils dépendent de la saison de culture, du climat et autres. Il y a des années à bon rendement, puis il y a des années à mauvais rendement, des années sèches ou des années trop humides. Alors, cette chimie blanche est faite maintenant dans des bioréacteurs, mais qui sont rassemblés sur une grande plateforme qu'on appelle les bioraffineries, et qui fabriquent, par exemple, à partir des sucres ou à partir de l'amidon et d'autres composés des plantes, tous les produits organiques dont nous avons besoin. Et les grandes raffineries, on en trouve quelques-unes en France, en particulier dans le nord de la France, l'usine Roquette, qui transforme l'amidon en nombreux constituants, qui est le 5e ou 6e amidonnier du monde. Et près de Reims, par exemple, le groupe de Pomacle et Bazincourt, qui rassemble tous les sucriers ensemble, et qui travaillent ensemble pour essayer de mettre leurs compétences ensemble sur les betteraves, par exemple, les racines de betterave ou les grains des plantes, pour fabriquer aussi de nombreux constituants. Ces produits végétaux sont transformés rapidement par les bactéries ou les levures en bioéthanol, et à partir du bioéthanol, on voit toute la catégorie de produits que c'était avant. Alors, la grosse avancée de ces choses-là, c'est qu'on a utilisé au départ des souches naturelles de bactéries et de levures. Et maintenant, on commence à les sélectionner très bien, de manière à choisir les levures qui fabriqueront les produits que l'on veut. Et maintenant, il y a toutes les bibliothèques, les ressources de levures et de micro-organismes qui sont capables de donner telle et telle chose. Donc maintenant, c'est une situation qui est très bien organisée. Et à ce jour, la fermentation de plus de 130 composés différents a été étudiée dans multiples organismes afin de couvrir les besoins en carburant, en biocarburant, bioplastique et autres molécules de l'agriculture et de la chimie et de la médecine. Alors, les avantages des produits biosourcés, c'est qu'ils sont peu gourmands en énergie pour leur fabrication. Ils sont élaborés à température ambiante, à milieu aqueux, et en général, mais pas tous, biodégradables. Alors, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre, des problèmes scientifiques, études des réseaux métaboliques, développement maîtrisé, adaptation des plantes, un climat donné, des problèmes technologiques, des problèmes des techniques d'extraction, des différents produits dans les graines et dans les racines, par exemple, de betterave, des passages du prototype à la production industrielle, des problèmes économiques, comme partout, on en parle beaucoup ici, coûts de production, investissement, amortissement, compétition avec ceux de l'industrie pétrolière, les marchés, et des problèmes environnementaux, est-ce que ça va modifier le climat ou pas, et d'acceptabilité des produits par la société. Et tout ça dans un contexte d'économie circulaire qui doit améliorer encore grandement le recyclage, par exemple, des déchets en matière première, utiliser nos déchets au mieux pour refaire des produits bio que l'on pourra réutiliser. Et là, il y a de grands progrès qui sont en train de se faire. Alors, quelques questions rapidement. Quel est le cycle de vie des composés biosourcés? Quelles sont les incidences de la chimie biosourcée sur le climat et le paysage? Il y a des problèmes, par exemple, si on ramasse tous les produits, les déchets végétaux d'un champ ou d'une forêt, on risque de ne plus en avoir assez pour nourrir les bactéries du sol et garder la structure du sol. Et les restes de feuilles et de brindilles permettent une structure favorable au développement des bactéries du sol qui sont très utiles pour, par exemple, la nutrition azotée des plantes. Et quels sont les aspects économiques et sociétaux? C'est très important dans la chimie biosourcée.
quelles sont les contraintes économiques, quelles sont les incitations des États, et la compétition entre les produits biosourcés produits ici de la pétrochimie, les produits biosourcés étant de temps en temps un peu plus chers que ceux de la pétrochimie. Les produits biosourcés vont-ils créer de nouveaux marchés et de nouveaux emplois? Et les produits biosourcés vont-ils compromettre les équilibres satisfaction alimentaire, produits industriels? Ça, on peut discuter pendant longtemps. Et quelles sont les plantes à cultiver? Est-ce qu'il faut transformer par voie génétique les plantes actuelles avec des gènes qui existent dans les plantes exotiques qui donnent des produits intéressants? Ou est-ce qu'il faut adapter les plantes exotiques à nos conditions de climat? Il n'y a pas de réponse oui ou non. Il faut voir cas par cas et voir ce qu'on peut faire. Alors, la France est sans doute le pays européen qui possède le meilleur potentiel intellectuel, agricole, forestier, industriel, pour relever les défis de ces rencontres de la chimie et de l'agriculture. Il est impératif de valoriser ce potentiel. C'est une question très dépendante du contexte économique, politique et social à venir. N'oublions pas que les filières de produits biosourcés sont variées, riches en emplois et propices au développement territorial à une époque où les délocalisations industrielles ont été désastreuses pour notre pays. Derrière un diapo, la photosynthèse est la source principale de la biomasse de la planète. La photosynthèse est la source principale de l'oxygène de l'atmosphère. La photosynthèse recycle le CO2 émis par les oxydations de toutes sortes. La photosynthèse est un don du soleil, gratuit, moteur de la vie, qui assure une production de matière organique propre et durable. La photosynthèse existe depuis 3,7 d'années. Elle est complexe, on en connaît pas mal maintenant le fonctionnement, mais elle n'est jamais tombée en panne et elle assure la nutrition de tous les animaux et de tous les humains. Voilà, merci pour votre attention. Alors, je vous signale un petit livre que nous avons fait à l'Académie d'agriculture en collaboration avec l'INRA, j'en ai été le stylo, sur les végétaux nouveaux pétrole, où il expliquait tout ça, comment, à partir des produits des plantes, on refabrique en fait tous les produits de la pétrochimie. Mais soyons quand même réalistes, c'est comme la pétrochimie a encore de bons jours devant elle. Mais par exemple, pour la chimie et les produits industriels comme les solvants, les détergents qu'on utilise dans nos maisons et autres, si on peut rajouter de plus en plus de verre, ça évitera de réinjecter dans l'atmosphère du carbone, pétrole, charbon et autres, du carbone qui était assimilé par photosynthèse, mais il y a des millions d'années, et qui modifie maintenant, malheureusement, la tension de CO2. Le CO2 est très bon pour l'humanité, mais il modifie le climat, et on ne sait pas où on va, c'est un problème. Donc, essayons de reverdir un peu tous nos systèmes. Pour la nourriture, c'est évident, mais surtout tous les produits qu'on savait faire d'ailleurs avant l'arrivée massive du pétrole, et puis qu'on a laissé tomber. Après, on a le plastique, tout ça, c'était très commode, mais dans certains cas, c'est très utile. Mais revenons quand même en partie à certaines fibres naturelles que l'on utilise en général en mélange. Mais il faut garder, c'est ce que la nature nous donne gratis. Surtout. Merci. Merci, Monsieur Moreau-Gaudry, pour cette perspective d'économie de la photosynthèse. C'était le terme d'ailleurs utilisé par la stratégie nationale dans la mobilisation qui a été faite déjà l'année dernière, économie de la photosynthèse. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de possibles et nous sommes donc au cœur de cette deuxième table ronde qui est centrée sur la question des opportunités. Parce que la chose très étrange que nous observons, c'est que malgré tout ce que vous venez de nous dire sur les possibles, sur la réserve d'innovation que l'on pourrait imaginer avec ce que nous avons à disposition, avec les précautions, vous avez bien pris la précaution sur lesquelles vous avez insisté, les précautions de durabilité, bien avec tout ce potentiel, on ne voit pas beaucoup le monde de la bioéconomie se développer du point de vue d'une chimie alternative, d'économie nouvelle, de carburants nouveaux. Et c'est l'objet de cette table ronde, c'est de montrer que si,
il y a des choses qui se passent, mais peut-être qui ne sont pas forcément visibles dans une certaine cohérence, parce qu'elles se font de manière dispersée, parce que ça touche tous les secteurs, comme l'a dit Jean-Paul Carsanti tout à l'heure. Ça touche aussi bien le monde des plastiques, le monde du textile, le monde de l'automobile, les gens de l'énergie. Et c'est pour ça que le paysage n'est pas très lisible. On va essayer de contribuer à cette lisibilité. Et je vous remercie tous les quatre d'être avec nous pour cette table ronde avec des compétences extrêmement différentes. Puisque vous incarnez chacun des activités qui, effectivement, n'ont pas forcément grand-chose à voir. J'imagine que vous ne vous connaissez pas du tout. Voilà, c'est donc la preuve bien que ce n'est pas un petit monde en soi. Et donc, je vais vous présenter successivement. La règle du jeu, c'est celle de tout à l'heure. On va essayer d'être encore plus concis parce qu'on a un petit peu pris du temps pendant la pause. Et je vais vous donner la parole pour présenter comment vous voyez les opportunités. C'est-à-dire, c'est quoi les jeux d'acteurs favorables? Où est-ce que ça se passe? Où est l'énergie de faire, d'agir? Avec quelle personne? Parce que c'est bien le point, c'est qu'on ne voit pas bien comment il y a des dynamiques qui s'amorcent. Et si vous pouvez nous éclaircir là-dessus, c'est très important. Je rappelle que le but de nos tables rondes, c'est de voir quels sont les dialogues à faciliter. Parce que nous pensons que les dialogues sont les possibilités d'interaction. Et peut-être même qu'en faisant cette table ronde, vous allez voir que vous pouvez faire cause commune. Voilà, c'est l'état d'esprit. Alors, nous allons écouter, alors cette table ronde a été un peu remaniée par rapport au programme, je m'en excuse, mais il y a eu un petit peu des incertitudes et des personnes non disponibles. Et donc, nous sommes quand même en bonne main, je vous rassure. Hein. Nous allons d'abord écouter, et je vais lui donner la parole tout de suite, Frédéric Courleux. Frédéric Courleux est directeur des études d'un think tank qui s'appelle Agriculture Stratégie. Il a beaucoup d'expérience en matière de prospective, puisqu'il a été, je crois, 8 ans dans le centre de prospective du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On peut dire qu'un de ses points d'attention, c'est beaucoup la question de la sécurité alimentaire. Et il a beaucoup à nous dire, peut-être en termes même de sécurité humaine. Je vous rappelle que Patrick Vivray fait un énorme travail aujourd'hui dans l'idée de cette transition écologique en pensant que c'est une condition de sécurité humaine. Évidemment, alimentation, sécurité humaine, c'est la même chose. Frédéric, tu as la parole. Merci Dorothée, merci de l'invitation. Merci aussi à l'Académie d'ouvrir ses portes Auguste à cette assemblée. C'est important pour ce monde agricole qui parfois vit un peu trop sur lui-même que de pouvoir s'ouvrir au reste de la société, aux autres acteurs de l'économie et aux non-spécialistes de manière générale. Alors effectivement, quelles sont les opportunités depuis le monde agricole? Je n'aurais pas la prétention de parler au nom du monde agricole ou des mondes agricoles, tellement ils sont assez divers et variés. Néanmoins, on peut considérer qu'au-delà de la création de nouveaux débouchés qui adviendraient développement de la bioéconomie dans son ensemble, de nouvelles activités, la dernière stratégie de l'Union européenne chiffre à 1 million d'emplois nouveaux à horizon 2030, ce qui a été annoncé par le commissaire Moedas la semaine dernière. Donc on voit vraiment ces enjeux importants, y compris pour les territoires. On parle d'activités économiques peu délocalisables ou non délocalisables, dans la mesure où on a des matières premières très pondéreuses, donc il faut les transporter sur place, donc l'industrie de transformation est forcément localisée près des champs. Pour le monde agricole et pour les coopératives agricoles, c'est un enjeu important, et on l'a dit avec les différents exemples, notamment Pomac, la plateforme ARD, à côté de Bazancourt. Voilà, les coopératives, dans leur
Génome ont cette volonté de pouvoir développer des activités et des nouveaux débouchés pour leurs adhérents. Et leur force, elle est bien là. Elle est cette complémentarité, cette capacité à penser les choses dans le temps long, qui permet de pouvoir, y compris pour des industriels, s'associer avec des coopératives pour pouvoir avoir une sécurisation de l'approvisionnement. Aujourd'hui, on dit partout que le sourcing, c'est le cœur du développement des filières, et la sécurisation du sourcing. Et là, les coopératives sont effectivement, de par leur structure même, un gage de cette capacité à penser les temps longs. Si on aborde un peu plus ces sujets de politique publique, c'est aussi ma casquette et c'est aussi mon expérience sur l'évaluation de politique publique et mes activités au quotidien dans le think tank Agriculture Stratégie. On peut voir aussi dans la montée en puissance du concept de bioéconomie, la possibilité, on en a parlé dans la table ronde précédente, de sortir de ces silos dans lesquels on s'enferme, des silos dans lesquels tout s'enferme. On a aujourd'hui différents axes de politique. J'ai regardé très près la nouvelle stratégie bioéconomie européenne. On y parle de la PAC, mais pour travailler de manière très précise sur la PAC, on ne parle pas de bioéconomie dans la PAC actuellement. Donc vraiment, une des opportunités, si on fait un peu plus de prospective, c'est effectivement de pouvoir avoir une approche davantage décloisonnée et aussi décentralisée, avec cette possibilité de réfléchir au niveau des territoires, leur autonomie énergétique, alimentaire, leur capacité à pouvoir penser une optimisation dans l'usage du sol via les différentes possibilités, les atouts et les limites propres à chaque territoire. Peut-être juste un pas de côté pour penser autrement notre situation franco-française. On a parlé dans la table ronde précédente, je crois que c'est M. Saint-Denis qui en a parlé, de l'Allemagne. Aujourd'hui, on estime à 20% des surfaces agricoles dédiées à la production d'énergie renouvelable. C'est considérable, c'est un facteur de stabilité, un facteur de la valeur ajoutée en plus qui arrive au secteur agricole. Et on peut comprendre via ce développement, notamment en Allemagne, des bioénergies par les agriculteurs et par le monde rural, des positions parfois un peu extrêmes sur la politique agricole commune, dans la mesure où eux, de manière grossière, ont développé un soutien à l'agriculture via les énergies renouvelables. Donc, ils n'ont pas forcément les mêmes positions que nous, qui avons beaucoup de retard dans les questions en la matière, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, on peut comprendre aussi des positionnements stratégiques dans les négociations par rapport à ça. On peut aussi penser que dans d'autres continents, on exploite mieux les complémentarités entre politique agricole, politique alimentaire et non alimentaire. Très rapidement, 3 exemples. En Chine, vous avez aujourd'hui un développement important des biocarburants pour gérer les stocks. Aujourd'hui, les Chinois sont le premier stockeur au niveau mondial de céréales. C'est eux qui assurent la sécurité alimentaire mondiale, quasiment tout seuls. Du coup, ces stocks-là peuvent se dégrader, la qualité se dégrade, et du coup, l'intérêt, c'est d'avoir des usines pour produire des biocarburants de manière assez aléatoire. Quand il y a beaucoup de stocks qui commencent à dépérir, on les envoie pour faire de l'énergie. Au Brésil, vous savez, c'est le principal exportateur de sucre au niveau mondial, mais il faut savoir qu'il y a plus de sucre, il y a plus de canne à sucre, pardon, qui est utilisé pour faire de l'éthanol que pour faire du sucre. Et donc, ils ont toute une politique qui permet d'ajuster le taux d'incorporation dans l'essence de manière à l'utiliser comme un stabilisateur du marché international du sucre. Bon, le problème, c'est quand l'Europe, de l'autre côté, libère ses quotas sucriers, produire plus pour gagner plus, ce qui se traduit par surtout être payé beaucoup moins, les Brésiliens ne peuvent pas faire tout seuls, cette régulation du marché international, mais voilà, ça fait partie des idées que nous portons dans notre plateforme de réflexion autour d'un nouveau multilatéralisme qui soit plus basé sur une coopération et non sur la concurrence et le seul marché.
Donc juste pour finir, il y a effectivement dans ce concept de bioéconomie, pour moi, à mon sens, j'ai bien relu les actes de vos dernières tables rondes, il y a vraiment, je pense, là l'endroit de reconstruire un pacte avec le monde agricole, un pacte qui dépasse celui qui est actuellement à l'œuvre, de manière plus ou moins explicite, mais voilà, qui est celui qu'on voit dans notre politique agricole commune européenne, un pacte qu'on pourrait décrire comme étant celui d'avoir comme principal objectif celui de la compétitivité à l'international de notre agroalimentaire. Comment on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la PAC? C'est faire en sorte que les prix européens soient connectés sur des prix internationaux, qui ne sont pas des prix d'équilibre, qui sont des prix de dumping. C'est-à-dire que c'est les prix auxquels les gros producteurs se débarrassent de leur surplus. Donc en se connectant sur ces prix-là et en donnant des subventions déconnectées de la production, grosso modo, on subventionne notre agroalimentaire, on subventionne nos exportations en leur permettant d'avoir accès à une matière première en dessous des coûts de production de nos agriculteurs. Donc ça a très bien marché, cette compétitivité de l'agroalimentaire européenne depuis 25 ans est un succès. Il est effectivement temps de pouvoir rééquilibrer les choses et d'introduire davantage dimension environnementale, dimension sociale dans notre politique agricole commune. Et effectivement, l'approche intégrative de la bioéconomie peut y aider. Merci, on voit beaucoup de points, beaucoup de points qui mériteraient d'être visités parce que très très chaud d'un point de vue polémique, puisque c'est vrai que l'idée d'affecter des terres, enfin des produits agricoles comme le maïs à du biocarburant est extrêmement contestée, en tout cas en France, hein, mais on a compris que c'était variable d'ajustement, donc ça peut être intéressant comme piste. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est le fait que oui, il y a des machines comme ça qui s'ajustent au niveau international, il y a des possibilités d'avancer sur des switches entre de l'alimentaire, de l'énergie, etc. Ce qu'on observe, c'est que en même temps, et on va le voir avec Sophie Danlos, l'agriculteur ne trouve pas beaucoup de nouvelles valorisations au sens réel du terme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des agriculteurs qui sont très satisfaits du fait d'avoir de nouvelles filières. Et le rôle des coopératives agricoles est obscur de ce point de vue-là. J'aimerais qu'on avance un petit peu, qu'on aille un petit peu dans cette affaire-là, parce qu'il semblerait qu'il y aurait possibilité localement dans des territoires d'avoir des projets judicieux, c'est vraiment le terme, pour trouver des débouchés nouveaux vers la pharmacie pour la luzerne, en Seine-et-Marne. Enfin, on en entend beaucoup parler de tas de possibilités. Et qu'en même temps, les coopératives sont trop grosses, trop loin, trop automatiques pour intégrer des choses comme cela. Donc j'aimerais qu'on intègre ça dans nos échanges là qui vont suivre, sur comment est-ce qu'on laisse de l'initiative, sachant que si on veut reprendre ce qu'a développé tout à l'heure M. Moreau-Gaudry, c'est qu'il y a des possibilités énormes d'innovation, notamment pour la chimie, et qu'on n'a pas l'impression, et ça a été très tangible dans notre dernier forum, et vous le retrouvez dans notre rapport, que ça marche pour l'innovation dans la chimie. C'est très très petit, les entreprises s'effondrent, il y a vraiment un désastre dans l'initiative. Il suffit de voir l'aventure de Rocket qui a tenté un certain nombre de choses et qui a complètement abandonné. Aujourd'hui, vous avez Global Bioénergie, oui, acide succinique, très bien, d'accord, sauf que là, ils ne s'en sortent pas très bien. C'est pas du tout des entreprises qui sont en train de vraiment décoller. Donc, parce que sans doute, ils sont confrontés à un pétrole cher et aussi à la distorsion de concurrence, si je puis dire, puisque externalités négatives et positives ne sont pas considérées. Donc, est-ce qu'on peut avoir tout ça en tête? Et je me tourne vers vous, Sophie Danlos, maintenant, puisque dans une approche très différente, plutôt bottom-up, en proximité de l'agriculteur, des agriculteurs, vous êtes dans ce réseau Ferme d'avenir.
donc, qui a été initié par Maxime de Rostolan à la Bourdesière, près de Tours. Maxime de Rostolan, donc, qui a voulu prouver qu'avec 3 hectares, on pouvait afficher une rentabilité, sous réserve qu'on puisse acter dans les comptes des fermes que oui, elles ne pèsent pas sur la collectivité parce qu'il y a moins de cancers, elles ne pèsent pas sur la collectivité parce qu'on ne doit pas dépolluer l'eau, et donc il y a une difficulté de validation de contrat social à cet endroit. Je vous laisse la parole. Merci Dorothée. Donc moi en fait je travaille chez Fermes d'Avenir et je m'occupe en particulier des activités de création de fermes. Chez Fermes d'Avenir, on a également des axes sur le développement des compétences en agroécologie et on travaille sur des outils de financement innovants, d'où la bioéconomie et ma présence ici aujourd'hui. Donc la vocation de Fermes d'Avenir, c'est de créer des fermes agroécologiques. Alors au départ, on était plutôt sur des petites fermes en maraîchage et aujourd'hui, on est aussi sur des projets de fermes de plusieurs dizaines d'hectares avec recréation de polyculture élevage en périphérie des agglomérations pour recréer une agriculture nourricière beaucoup pour les urbains. Et en fait, en faisant notre métier, en créant ces fermes, on a été effectivement confronté à cette difficulté du modèle économique pour ces fermes. Et de manière très concrète, on a mesuré que pour des fermes maraîchères qui s'installent dans les premières années, les agriculteurs passent en moyenne 200 heures par an à recréer des écosystèmes productifs naturels. Donc ça veut dire planter des arbres, restaurer et soigner des haies, installer des mares, des abris à biodiversité, recréer des modes de distribution locaux, faire de la pédagogie à la ferme. Et ça, c'est des activités qui sont très peu, voire pas du tout rémunératrices. Ça coûte aux agriculteurs, dans ces premières années, à peu près 20 000 € par an de dépenses engagées et donc 200 heures de temps passé. Et évidemment, ce temps-là n'est absolument pas rétribué. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un système économique qui, effectivement, ne va absolument pas valoriser ces externalités positives qui sont générées par ces fermes. Donc on était confronté à ces externalités positives d'un côté, négatives de l'autre, dans des logiques d'agriculture plus conventionnelle. Et du coup, on a regardé comment on pouvait mesurer ces externalités et quelles étaient les mesures d'impact possibles qui pouvaient nous aider à nous sortir de cette situation. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de méthodes de type extra-financier. Donc on a la comptabilité classique d'un côté, et puis par ailleurs on a des indicateurs sociaux, environnementaux, mais finalement ça ne se parle jamais. Et quand on doit prendre des décisions économiques à l'échelle d'une entreprise, d'un agriculteur ou d'une collectivité, évidemment ce qui gagne toujours, c'est la vision économique. Et en creusant, on est tombé sur une méthode de comptabilité innovante, qui est la méthode CARE, dont vous entendrez beaucoup parler cet après-midi, où on a découvert quelque chose d'assez révolutionnaire, puisqu'avec cette approche, on peut réconcilier dans un bilan et dans un compte de résultats la valeur globale d'une exploitation agricole, en tout cas d'une entreprise. Alors, avec nos petits bras de Fermes d'Avenir, on a expérimenté l'application de cette méthode sur 3 fermes de notre réseau, pour voir comment est-ce qu'on pouvait effectivement rendre ça opérationnel. Donc on a mené cette étude en 2017 avec un cabinet qui s'appelle Compta Durable, qui est spécialisé sur cette méthode, et avec un comité scientifique. Et donc c'est ce qui nous a permis de mesurer que sur des fermes maraîchères bio, sur des aires de bassin captant, ces fermes elles génèrent à peu près 3 000 € par hectare et par an de services rendus à la collectivité. Donc ce sont essentiellement des dépenses évitées en matière de frais de santé liés aux maladies qui sont elles-mêmes liées aux usages des pesticides. C'est des coûts évités de potabilisation de l'eau qui sont en général payés par les collectivités ou des frais liés à la perte de la biodiversité. Donc évidemment, 3 000 € par hectare et par an, c'est jamais rémunéré aujourd'hui par les agriculteurs. Donc, nous, on est très intéressés par cette approche parce qu'on y voit la possibilité de tirer le fil des paiements pour services écosystémiques, qu'on a découvert aussi en travaillant sur les modèles économiques de ces fermes et en constatant surtout qu'on en parle beaucoup, ces paiements pour services écosystémiques, mais que finalement on les met très très peu en œuvre en France et même ailleurs dans le monde. Donc, fort de cette expérience, nos pistes d'action aujourd'hui, en fait, à la fois on souhaite développer cette méthode qu'on a mise en œuvre sur des fermes maraîchères, sur des projets un peu plus larges, donc rendre cette méthode applicable en polyculture élevage.
On souhaite également outiller les agriculteurs pour qu'ils puissent s'approprier cet outil de manière beaucoup plus ergonomique. Moi, ce que j'ai découvert et ce qui m'a surpris en communiquant sur les résultats de notre étude, c'est la vraie appétence des agriculteurs sur ce sujet. On parle quand même de compta. La compta, c'est vraiment pas un sujet glamour, c'est un sujet que les agriculteurs délèguent en général à leurs experts comptables. Et pourtant, alors nous, on parle beaucoup avec des agriculteurs en agroécologie, ils voient très très vite l'intérêt de développer ce type d'approche et la logique et la justice complète, puisque finalement, on redonne une vision beaucoup plus juste de la valeur des exploitations et on retrouve, on arrive à pallier la concurrence déloyale finalement qu'on observe aujourd'hui en compta avec des fermes qui fonctionnent différemment. Donc notre premier axe, c'est de continuer à déployer avec nos petits moyens sur les fermes que l'on connaît. Et par ailleurs, à partir de l'année 2019, on voudrait explorer l'application de cette compta sur des groupes de fermes sur le territoire de Cœur-d'Essonne. On dépose un dossier TIGA, Territoire d'innovation et de grande ambition, avec l'agglomération de Cœur-d'Essonne. Dans le cadre de ce projet, on a une grosse ambition en matière de transition agricole et alimentaire. On voudrait créer des dizaines de fermes sur le territoire pour nourrir les personnes de produits bio et locaux, aider des agriculteurs à se convertir et à se diversifier, créer des ateliers de transformation. Donc on a un gros programme et on voudrait démontrer qu'on peut adopter sur un territoire une nouvelle métrique comptable. Donc on va être obligé, dans le cadre de ce dossier, d'avoir un discours très classique, très monocapitalistique, parce qu'aujourd'hui, c'est les règles du jeu qui sont les nôtres et on est obligé de jouer dedans. Mais on aimerait aussi apporter cet éclairage différent de la comptabilité en triple capital et du coup pouvoir lire le retour sur investissement de l'euro public et de l'euro privé investi différemment. Donc quand vous posiez la question sur finalement quels sont les acteurs à mobiliser, dans notre cas, les agriculteurs sont plutôt très demandeurs. Dès lors qu'à un moment donné, ils vont avoir une compensation en termes de rémunération par rapport à tout l'effort qu'ils font aujourd'hui d'investir dans ces travaux de recherche. On attend beaucoup aussi des collectivités pour qu'elles s'en saisissent sur les territoires. Et puis, ça tient beaucoup aussi aux investisseurs privés, investisseurs publics. Le dossier TIGA, c'est beaucoup financé par la Caisse des dépôts. Donc, il y a besoin qu'à ce niveau-là, on puisse avoir que ce sujet soit vraiment appréhendé. Et dans les recherches de financement, on aura justement ce double discours finalement de la comptabilité classique et de la comptabilité complète. Merci. Alors je vous propose de continuer avec Christophe Bellet pour être dans la continuité de la question territoriale avec la dimension énergétique. Christophe Bellet est délégué développement biométhane à GRDF. Ces démarches de production de gaz à la ferme, là aussi, sont complexes, obligent à des nouvelles cultures de relations avec le territoire. Et voilà, je vous propose de nous raconter la mutation qui est en train de se passer et vraiment d'essayer de répondre à la question, est-ce que vraiment les agriculteurs trouvent avec ces perspectives-là de nouvelles rémunérations? Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Et sur quel type de contrat social? Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, avoir un distributeur de gaz ici présent dans une si belle salle du monde agricole, ça peut paraître surprenant. Simplement, on parlait du moteur aujourd'hui qui faisait que les acteurs économiques s'investissaient beaucoup dans la bioéconomie. L'exemple de l'entreprise GRDF est typique, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui à la fin d'un système où nous distribuons du gaz naturel depuis plusieurs dizaines d'années et on sait très bien que ce modèle est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre salut, c'est de transporter du gaz renouvelable sous toutes ses formes, du biométhane, de l'hydrogène, du gaz de synthèse produit évidemment de façon renouvelable. Donc on s'intéresse au sujet et fortement, et aujourd'hui on accompagne en tant qu'entreprise
les agriculteurs, les porteurs de déchets de tout type, que ce soit les industries agroalimentaires, que ce soit les centres d'enfouissement de déchets qui produisent du biogaz, que ce soit les stations d'épuration qui produisent avec de la méthanisation avec leur boue, ou les agriculteurs, on les accompagne pour se lancer dans des projets de biogaz locaux. Là aussi, c'est un changement quand même assez fondamental de l'industrie gazière, puisqu'aujourd'hui, vous savez tous que le gaz vient d'une petite dizaine de pays, pays pas forcément très fréquentables, avec lesquels on a dû fréquenter pendant, avoir des relations pendant très très longtemps. Et là, on passe sur un modèle très très différent qui est, à la place d'avoir du gaz importé, de produire du gaz en France, qui va développer l'emploi en France, et dans les territoires qui sont aujourd'hui, en général, quand même en difficulté, puisqu'on va produire les gisements qui sont aujourd'hui utiles pour produire du biogaz, sont des gisements qui sont dans les territoires ruraux, pas forcément des territoires en plein développement, contrairement au monde urbain et périurbain qui caractérise aujourd'hui aussi le positionnement des réseaux de gaz actuels. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce développement, c'est qu'il est très clairement incité par les pouvoirs publics. Nicolas Hulot, lorsqu'il était encore ministre de l'écologie, a clairement indiqué la feuille de route, c'est-à-dire de produire aucun gaz à effet de serre à horizon 2050. Ça, c'est la trajectoire, et donc tous les acteurs économiques dont nous faisons partie, avec cette vision à 2050 qui est relativement proche, mais pas trop éloignée pour autant, savent qu'il faut absolument faire cette mutation, et donc travaillent sur cette question de comment on va réussir à produire de façon économique du biométhane, du biogaz ou tout type de gaz renouvelable. Aujourd'hui, 90% du gisement, sont des gisements agricoles. Et on va retrouver quoi comme type de gisement en France? On va retrouver du fumier, du lisier, qui représente une grande partie du gisement. Donc là, on va retrouver les territoires d'élevage. On va retrouver des résidus de culture qui étaient souvent laissés sur le sol. Et on va retrouver aussi des couverts végétaux qui, jusqu'à maintenant, étaient plutôt des questions que les agriculteurs n'avaient pas devoir à traiter, puisqu'on leur imposait, notamment pour la question du nitrate, de couvrir les sols, en Bretagne et ailleurs, de cultures qu'on appelle des CIPAN, cultures pièges à nitrate. Et cette obligation leur a été faite, et c'était pour eux un coût, une charge économique. Le mouvement lié aujourd'hui à la méthanisation fait que ces CIPAN deviennent maintenant des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est-à-dire qu'on va avoir, à la place d'avoir les terres comme on avait comme on a encore aujourd'hui, beaucoup de terres complètement arables, sans aucune culture pendant plusieurs mois de l'année, vous allez voir de plus en plus, lié à cette valorisation qui est amenée par le biogaz, par le fait qu'on peut vendre du biogaz et qu'on peut le distribuer, et qu'il y a une valeur économique attachée à ça, vous allez avoir un développement assez fort de ce type de culture. On parle de cives d'été aussi divers selon la culture principale qui est installée sur les sols, mais vous allez avoir un développement de ce type de culture. Et ça, finalement, c'est tout bénéfice, puisque ces cultures sont clairement des solutions pour améliorer, comme ça a été expliqué tout à l'heure par le biais de la photosynthèse, la qualité des sols, notamment par le système racinaire, parce que même si vous allez avoir derrière une récupération de la surface aérienne de ces plantes qui ne vont pas pousser complètement à maturité, vous allez quand même avoir dans le sol, je parle sous vos contrôles, n'hésitez pas à contredire ce que je vais vous dire, parce que c'est un énergéticien qui vous parle, qui est un nouvel converti finalement à l'agroécologie, qui ne connaissait pas ce sujet il y a encore quelques années. Donc voilà, tout ça va améliorer clairement la qualité des sols avec les cives. Vous allez avoir aussi développement de la faune lié au fait tout simplement d'avoir ces couverts végétaux. Enfin, beaucoup de bénéfices agroécologiques sont générés par ce type de système. Voilà, donc on est à l'aune d'une transformation qui est tirée aujourd'hui par la transition énergétique, clairement. Tous les systèmes qui font qu'aujourd'hui le biogaz, la méthanisation se développe en France est tiré par le mix énergétique français, la volonté de décarboner ce mix.
Mais en conséquence, et ça n'a pas été forcément vu comme ça au départ, en tout cas pas par le ministère de l'écologie qui a fait cette réflexion-là, en conséquence, il y a aussi une transition qui est en train de se dérouler au sein du monde agricole. Je parlais des couverts végétaux pour produire cette matière première, mais il y en a d'autres. On parle aussi des éleveurs qui, finalement, lorsque vous produisez de la méthanisation, lorsque vous faites du biogaz, vous avez aussi un autre élément qui est produit, qui est du digestat, qui est la matière qui n'est pas transformée justement en biogaz. Cette matière première va servir aussi sous des formes un petit peu différentes. On revient sur le nitrate, on va avoir un nitrate différent à épandre sur le sol que quand on avait du fumier du visier, et ça a aussi un intérêt plus fort que ce qu'on avait imaginé au départ, simplement en épandant le fumier du visier. Voilà, donc transition énergétique amène une transition agroécologique vers l'agroécologie, avec beaucoup de précautions que je prends à ce moment de mon intervention, puisque il y a toujours des bénéfices qu'on voit de façon évidente, et puis plus on creuse la question en tant qu'énergéticien, non sachant de la question, et on travaille d'ailleurs avec l'INRA pour nous éclairer sur ces questions-là, on voit qu'il y a des problématiques liées à potentiel à l'épuisement des sols, potentiel lié à l'irrigation, potentiel. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut intégrer. Il n'y a pas la solution miracle, il y a des bonnes choses à faire, mais il faut prendre les précautions d'usage pour les faire de la meilleure façon possible. Et c'est ce qu'on est en train de faire en avançant aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'une erreur, mais je pense que le temps est aussi à avancer et à corriger les erreurs au fil de l'eau qui pourront être faits autour du développement de cette filière de production de gaz. Merci. J'aurais aimé, moi, avoir quelques éléments de chiffres d'agriculteurs qui sont vraiment producteurs de biométhane aujourd'hui en France. Est-ce que vous l'auriez, vous avez ça en tête? Oui, aujourd'hui, on a 1000 projets sur le territoire, ce qui est quand même assez considérable. 1000 projets de méthanisation sur le territoire qui correspondent à... Alors, le terme, là je reviens à l'énergie, qui est mon sujet favori, à peu près à 10 TWh de gaz vert qui peut être produit en France, ce qui n'est rien du tout, puisque en France, aujourd'hui, dans l'état actuel de la consommation, on importe 450 TWh, donc 10 par ramener à 450 TWh, donc il y a quand même beaucoup de marge pour tout ça. Donc forcément, il va y avoir des grosses économies d'énergie qui vont être générées dans les 30 ans qui viennent. La production de biogaz va se développer, normalement, si ça continue comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, le potentiel de ressources méthanisables, c'est 150 TWh. C'est une étude qui a été faite par l'ADEME, auxquelles pourront s'adjoindre d'autres types de production de gaz renouvelable. Alors là, on est plutôt dans l'étape 2, et dans toutes les réflexions, il y a l'étape 1 et l'étape 2, et donc c'est plutôt des réflexions autour de l'hydrogène ou de la pyrogasification. Donc c'est la production par procédé de pyrolyse, ça aussi c'est très ancien, de gaz de synthèse, qui permettent de faire, à horizon 2050, 100% de gaz produit en France, qui transitent dans les réseaux, avec des consommations qui vont être beaucoup plus basses. Donc je reviens sur les chiffres parce que je n'ai pas été très explicite, très clair. 150 TWh de biogaz produit par méthanisation. À l'horizon 2050, il y aura beaucoup moins de consommation de gaz parce qu'il y aura beaucoup d'efforts faits en matière d'efficacité énergétique. Donc on sera autour de 250 à 300 TWh. Et donc le complément des 150 pour aller à 300 sera amené par l'hydrogène. On appelle ça power to gas, c'est le terme. Et puis par pyrogasification. Voilà, donc on pourra être à horizon 2050 complètement autonome en gaz et complètement renouvelable et produit localement. Et donc les revenus générés aujourd'hui pour un agriculteur, ils sont compris entre 50 000 et 100 000 euros par an lorsqu'on produit du biométhane. Donc on est au début d'une filière, donc souvent au début de la filière, les conditions économiques sont relativement intéressantes. Donc évidemment aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui se posent ces questions-là dans une période de crise agricole, d'une part, liée aux fluctuations des matières premières. Il y a un autre élément qui les pousse beaucoup, parce que nous pour le coup on s'est aussi beaucoup rapproché des agriculteurs, même si on n'a pas le même prisme
on se rend compte qu'il y a aussi au sein de la société un rejet assez fort des pratiques agricoles telles qu'on les pratique depuis une quarantaine d'années, et que ces agriculteurs-là, ceux qui se lancent dans ces projets de méthanisation, c'est aussi parce qu'ils ont envie d'être contributeurs à l'évolution de la société. Et donc le fait d'économiser du CO2, le fait d'économiser, de développer les couverts végétaux, tout ça sont des éléments qui vraiment sont importants, qui sont moteurs dans le choix des agriculteurs de se lancer dans ces projets qui sont quand même considérables pour eux. Merci. Alors, nous allons changer de milieu, si on peut dire, puisqu'on va vers le monde de la forêt avec vous, Michael Blais. Vous êtes membre de l'Alliance non pas pour la reforestation des forêts, je crois que c'est un lapsus qui en dit long sur le fait que les forêts sont associées pour nous à déjà de la déforestation, qu'il faut reforester. Je pense que c'est ce type de choses qui a dû présider à ce bug. Excusez-nous. L'Alliance donc pour la préservation des forêts. Ce qui est intéressant dans l'échange que nous avons eu en préparant cette table ronde, c'est votre souci de voir comment il y a des acteurs qui se mettent en alliance pour assurer des filières durables, notamment, et un exemple important au sujet de l'huile de palme. Et là aussi, on est dans des sujets extrêmement chauds. On pourrait passer une heure avec chaque intervenant en montrant combien c'est polémique, combien il y a des avis contraires, etc. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu récemment dans la presse que, bon non, l'huile de palme durable, c'est pas fiable. Voilà. Donc vous allez nous dire comment vous faites pour installer de la confiance. Oui, bonjour. Merci tout d'abord de me donner l'opportunité de parler dans ce forum et dans ce lieu assez impressionnant. Oui, alors en fait, très rapidement, l'huile de palme durable, c'est difficile, hein, on s'en rend bien compte ici avec effectivement tous les arguments contre qui sont tout à fait justifiés. Alliance pour la préservation des forêts, en fait, je voudrais commencer par dresser très rapidement un état des lieux de la forêt parce que on a du mal parfois à se rendre compte de ce qu'est la forêt. La forêt, c'est plus de 800 millions de personnes qui vivent dans les forêts, hein, qui en tirent leurs revenus, qui en tirent leur alimentation, qui en tirent en fait leurs moyens de subsistance. 800 millions. Les forêts, c'est 50% des espèces, hein, 50% de la biodiversité, d'un point de vue végétal, d'un point de vue animal. Les forêts, c'est 75% de l'eau douce, hein, sur notre planète qui provient de versants forestiers. Et enfin, les forêts, on l'a très bien vu tout à l'heure, c'est en fait de la séquestration carbone, c'est aussi donc une réelle pompe à énergie qui impacte très significativement notre planète. Mais en fait, les forêts sont en danger. On n'a jamais autant déforesté sur Terre que maintenant. 2016-2017, on bat tous les records. Hein, c'est-à-dire, en fait, on est, disons, en termes de déforestation, arrivé à des niveaux qui sont similaires aux années 80-90, alors qu'il n'y avait absolument pas de surveillance. De quoi on parle en termes de déforestation? On a, ça parle, on a un terrain de football par minute, hein, qui est déforesté. C'est 16 millions d'hectares en 2017. Et alors le champion du monde, ce n'est pas la France, c'est le Brésil. C'est au Brésil où on déforeste le plus. On déforeste, le numéro 2, c'est en République démocratique du Congo. Ensuite l'Indonésie et enfin Madagascar. Alors, j'en viens maintenant à l'Alliance, parce que je vous ai cité les pays où on déforestait le plus. En fait, ces pays-là, on déforeste parce qu'on produit des commodités agricoles. Hein, au Brésil, on déforeste énormément pour produire, on en a parlé, de la canne à sucre, ou du soja, ou de l'élevage. Et en République démocratique du Congo, là, on arrive sur des zones qui sont des nouvelles frontières de déforestation. On déforeste pour le bois exotique et pour le palme. L'Indonésie, c'est bien sûr le palme.
Et Madagascar, en fait, on a une déforestation qui est multicausale parce qu'on a très peu de sources d'énergie, en particulier on coupe le bois pour se nourrir, chauffer ses plats, etc. Et donc ça a un impact majeur sur l'île. Et là, j'en arrive à l'Alliance pour la préservation des forêts. L'Alliance pour la préservation des forêts, ce sont des entreprises, c'est un groupement d'entreprises de la cosmétique, parfumerie et agroalimentaire. Donc on y trouve Unilever, Nestlé, Ferrero, Givaudan, Labeyrie, Cerelia, Vente de Mortel. Donc on a des entreprises qui vont être utilisatrices de ces commodités agricoles. Ces entreprises se sont réunies, et là je vais faire un petit peu très rapidement l'histoire de l'Alliance, pour en quelque sorte protéger la marque. C'est-à-dire qu'il faut être très pragmatique. Pourquoi les entreprises s'engagent? C'est parce qu'en fait elles ont une réputation à tenir. 80% d'une valeur d'entreprise, c'est sa marque, pour les entreprises qui sont face aux consommateurs. Et donc cette valeur de marque déclenche les volontés d'entreprise. Il y a une accélération dans ces volontés d'entreprise. Pourquoi? Parce que maintenant les consommateurs jouent le jeu. Je vais partager avec vous un témoignage d'une personne de Carrefour qui récemment est intervenue dans un forum cacao et qui disait on n'a plus du tout besoin au niveau des distributeurs de challenger, enfin motiver en fait nos consommateurs pour aller vers des produits durables. Nos rayons bio, c'est plus 23% par an. Nos rayons charcuterie et produits traditionnels, c'est flat. C'est-à-dire, en gros, les consommateurs ont basculé. Et en fait, finalement, ce sont les entreprises qui sont plutôt à la traîne, il faut le reconnaître en toute humilité, pour, en tout cas, impacter cette préservation de la forêt. Alors, ces entreprises se réunissent, c'est très bien. Pourquoi elles se réunissent? C'est qu'en fait, on a fait un constat très clair, c'est que ces filières agricoles, donc le soja, le palme, on peut parler du cacao, du café, se sont organisées déjà depuis plusieurs années pour essayer d'avoir des productions durables. Je parlais du palme avec la RSPO, un standard qui a été quand même lancé assez tôt et qui a rencontré un certain succès, on va dire. C'est quand même 20% de la production du palme en Asie du Sud-Est qui est certifiée RSPO. Maintenant, ça a ses limites, la certification, parce que en gros, il y a deux raisons principales. C'est que ça reste basé sur un audit par an. C'est-à-dire que concrètement, c'est tout bête. C'est un peu comme les entreprises ici avec la certification ISO 9000. On a un auditeur qui vient, on se prépare à fond pendant le mois qui précède, puis l'auditeur est parti, on se relâche. Et en fait, c'est ce qui se passe dans les plantations d'huile de palme. Donc en fait, typiquement, lorsque c'est très facile pour une ONG, elles ont raison de le faire, d'aller sur les plantations et de pointer du doigt des plantations certifiées RSPO, où il y a en fait, d'un point de vue social et environnemental, des failles. Donc la certification a ses limites, et en plus, ces filières ne se parlent pas entre elles. Ça, c'est un constat. Alors, on l'a fait ici plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, et on devrait se connaître, on devrait beaucoup plus parler. Ensemble, les filières, soja, palme, caoutchouc, ne se parlent pas. Or, elles s'adressent au même territoire. Et donc c'est pour ça que l'Alliance s'est créée. Et avec cette philosophie, c'est que plutôt que de raisonner par filière, raisonnons par territoire. Et donc, nous sommes acteurs du privé, mais on va, vis-à-vis, par exemple, j'ai cité le Brésil, non plus cibler la filière soja ou la filière simplement bovine, mais cibler la préservation d'un territoire, l'Amazonie, le Cerrado, le Chaco en Argentine, et poser très clairement que ces entreprises-là souhaitent la préservation de ces frontières de déforestation. Il faut protéger ce qui est encore protégeable. On a beaucoup de sols dégradés. Si on veut faire de la production massive de quoi que ce soit, utilisons ces sols dégradés, mais ne touchons plus aux forêts.
Et donc c'est quelque chose d'émergent, hein, cette approche territoriale, elle est extrêmement complexe à mettre en œuvre parce que les entreprises ont du mal déjà à dire bah non, moi je suis Michelin, je fais du caoutchouc, vous me parlez de l'huile de palme, moi ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un travail aussi avec les ONG, on parle beaucoup avec les ONG pour sensibiliser aussi les entreprises par rapport à cette dimension-là. Et je dois dire qu'il y a des signes encourageants. Alors il y a des signes encourageants, non pas de l'Europe. Et on a encore une fois à jouer un peu, à être très humble par rapport à ce que nous faisons par rapport aux pays du Sud, entre guillemets. Là où c'est très encourageant, c'est lorsque l'on voit par exemple très récemment l'Indonésie. Le président indonésien a décidé un moratoire de la déforestation pendant 3 ans. C'est-à-dire, d'un point de vue législatif, en Indonésie, il n'y aura pas de déforestation durant ces 3 ans. En tout cas, c'est ce qui est établi. Des régions entières, Sabah, en Malaisie cette fois, souhaitent aller vers une certification non plus par plantation, mais par territoire. Donc il y a des choses qui se passent au niveau du territoire dans les zones producteurs. Maintenant, là où je disais qu'ici en Europe, on ne joue pas le jeu jusqu'au bout, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a beaucoup d'engagements, c'est-à-dire on est très fort pour dire voilà, on s'engage, on signe des engagements et il faut les suivre, ces engagements. Si je disais que 20% de la production d'huile de palme est certifiée RSPO, c'est déjà une très bonne chose, hein. L'huile de palme c'est quand même la commodité agricole la plus importante, ben, ils ne trouvent pas preneur cette huile de palme certifiée RSPO. C'est-à-dire que bien souvent, alors on parlait justement des problèmes agricoles en France, mais on retrouve exactement les mêmes producteurs, les mêmes problèmes agricoles en Indonésie ou Malaisie. Il faut savoir que 60% de l'huile de palme est produite par des plantations familiales, hein. C'est 50 hectares, alors c'est peut-être beaucoup pour ici en territoire français, mais c'est peu par rapport à ce que font les plantations exportatrices. Eh bien en fait, voilà, un petit planteur entre guillemets qui veut aller vers de la certification RSPO, de toute façon, ne va pas forcément trouver preneur sur le marché. Donc là aussi, ce que l'on fait au niveau d'Alliance d'un point de vue très concret, sur le marché, cette fois-ci consommateur, c'est que ces entreprises qui font partie de l'Alliance et qui s'engagent ont en fait un système de reporting et de traçabilité. C'est-à-dire que chaque année, on va vers les ONG, les Amis de la Terre, Greenpeace et WWF, et puis on leur dit voilà où on en est, voilà ce qu'on fait. De façon à ne pas être totalement dans des engagements suivis. Je voudrais juste conclure mon intervention sur, on en a parlé très rapidement, sur le rapport du GIEC, qui est paru il y a une semaine. Ce rapport, il faut le lire. Vraiment, il faut le lire. Alors, il fait 400 pages, mais il y a un Summary for Policymakers qu'il faut lire. En gros, ce qu'il dit, c'est que donc, il est axé très rapidement sur cette différence entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement climatique. C'est essentiel. C'est-à-dire que 2 degrés, c'est trop. Il faut viser le 1,5 degré. Le 0,5 degré, c'est une perte de 50% de biodiversité en plus. C'est l'équivalent d'une fonte du permafrost, équivalent à 2 fois la surface de la France. C'est-à-dire qu'on rentre à 2 degrés, on rentre dans un cercle vicieux absolument désastreux. Donc on vise le 1,5 degré. Le 1,5 degré, c'est quoi? C'est moins 45% absolu d'émissions carbone en 2030. Et c'est zéro net en 2050. Donc il n'y a pas à tortiller. Toutes les organisations, toutes les entreprises doivent avoir ça dans leur agenda. Et enfin, je vais lire formellement, parce que là, je n'invente pas, un extrait de ce rapport. Alors, c'est en anglais, mais je le lis en anglais pour ne pas... All pathways use carbon dioxide removal, but the amount varies across pathways, as do the relative contribution of bioenergy with carbon capture and storage and removal in the agriculture, forestry and overland use sector. En gros, ce que ça dit, c'est que pour atteindre les 1,5 degrés, de toute façon, il va falloir passer par de la séquestration carbone. C'est-à-dire que même avec tous les efforts que l'on peut faire en termes de réduction, il faut combiner les deux. Réduction dans l'absolu et adaptation par justement de la séquestration
Alors ça peut effectivement passer par de la reforestation et de la forestation. Je vous remercie. Vous avez tous vu Harrison Ford le 13 septembre dernier nous dire « We need nature » avec une énergie absolument incroyable, expliquant que 30% de l'effort pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est de protéger les écosystèmes. Alors, on a très peu de temps, deux questions, les micros, j'en prends que deux, excusez-moi, voilà, 1, 2... Et puis ensuite, nous, dans la même dynamique, nous aurons l'exposé tout à fait important de la mobilisation Act for Nature. Oui, sur les filières, j'en ai des questions par plusieurs personnes. Le président de la République apparemment s'est un peu énervé il y a quelques jours sur l'impossibilité ou l'incapacité à créer ou à réformer les filières agricoles en France. Et de l'extérieur, c'est en effet un peu l'impression qu'on a. Tout à l'heure a été rappelé la consommation d'eau du maïs. Ça fait 15 ans ou presque 20 ans qu'on parle en France de la nécessité de faire émerger une filière du sorgho à la place, dans certains endroits, du maïs, puisque le sorgho est beaucoup plus adapté au changement climatique. On ne le voit toujours pas. Alors, à l'international, on a l'impression que ça se passe un peu mieux, mais en France, ces nouvelles filières ne surgissent pas. On voit la difficulté qu'on a eue pour l'agriculture biologique, etc. Qu'est-ce qui bloque? Quand on parle aux agriculteurs, on a l'impression qu'ils disent « Ah oui, mais c'est à l'État d'organiser les filières. Est-ce que c'est vraiment à l'État d'organiser les filières ?» Je ne sais pas. Et puis, par rapport à ce qui a été dit là à l'instant, moi, il y a une chose qui me frappe, et je voudrais avoir l'avis des quatre très bons intervenants là-dessus, c'est qu'en comptabilité française, on ne peut pas amortir les sols. Est-ce que ça changerait quelque chose de pouvoir amortir les sols, sachant que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de garantie de passif en agriculture, c'est-à-dire que quand un preneur quitte une terre, s'il l'a dégradée, c'est à la charge du bailleur de dépolluer, ce qui est quand même un petit problème pour ensuite la reconversion des terres en question. Merci, je prends tout de suite la deuxième question. Ne perdez pas tous ces éléments. Oui. Donc, Jean-Marie Chauvet, donc, Fondation Jacques Debois, je voulais juste faire une petite remarque, et puis je donnerai un petit peu un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, effectivement, donc, sur le programme, Olivier Debois, président de Cristal Union, était apparu sous réserve. Il a effectivement un conseil d'administration aujourd'hui. J'ai un collègue de Cristal Union qui était là aujourd'hui. Et donc, c'est pas par manque d'intérêt, puisque en étant aussi président de la Fondation Jacques Debois, il soutient le forum Biorest avec la Fondation Paris-Reims, qui m'a été d'ailleurs bien confirmé hier. Je crois que les coopératives, effectivement, ont grossi, mais elles n'en restent pas moins, en tout cas pour celles que je connais, proches dans l'organisation du terrain. Il y a toujours ce contact avec les agriculteurs, et je dirais même que dans notre région, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, la Champagne-Ardenne, Picardie, donc Hauts-de-France et Grand Est, je dirais que le bottom-up a précédé le top-down. Je veux dire, en ce sens où on s'est intéressé à des nouveaux débouchés, à mettre en place de nouvelles filières, et c'est là où je vais pouvoir faire le lien avec ce qui vient d'être dit, avant même qu'il y ait du top-down dans les stratégies. Alors les stratégies se sont faites de façon interactive, mais je crois que c'est quand même important de ne pas trop caricaturer ces coopératives. J'ai bien apprécié quand on a dit tout à l'heure qu'elles sont aussi là pour sécuriser l'approvisionnement, et je crois que c'est assez important. Et nous-mêmes, on a pu expérimenter qu'en se rassemblant, on peut aussi rassembler des moyens. Donc, il faut avoir une vision, une capacité à rassembler. Je prendrai juste l'exemple du projet Futurol, éthanol de deuxième génération, qui était notre contribution aussi à la réflexion, qui se situe d'ailleurs au niveau mondial sur cette problématique. On a quand même réussi, sans avoir de certitude sur les résultats, à monter un projet de 80 millions d'euros. Voilà, donc c'était quand même pas tout à fait neutre. Et vous voyez, cet engagement des agriculteurs à se regrouper, ça nous a aussi amené cette année à reprendre une ancienne base aérienne pour, de façon volontaire, remettre en place une réflexion sur de nouveaux systèmes agricoles, pas uniquement des essais annuels, mais une réflexion système, revisiter, voir comment on peut séquestrer du carbone. Donc les coopératives, avec les chambres d'agriculture, sont derrière ça. Donc je pense qu'elles ont un rôle important à jouer. Ce n'est pas du tout antinomique avec des initiatives telles que Ferme d'Avenir. Enfin, moi je crois que la grande chance qu'on a avec le terme de agroécologie, d'abord parce que ça permet de rappeler que l'écologie est une science, et j'apprécie ce qui était dit tout à l'heure, parce qu'on ne l'a quand même pas souvent dit, et c'est un terme de convergence qui permet de là où on en est, aller vers mieux,
toujours en essayant d'intensifier, avec peut-être moins dans certains cas, le moins n'étant pas systématique. Voilà ce que je voulais dire. Et pour la mise en place des filières, je pense que les agriculteurs, nous on dit, faisons les affaires nous-mêmes. Donc on le fait nous-mêmes, mais on a souligné aussi tout à l'heure qu'il fallait une stabilité dans la réglementation. Donc on ne peut pas dire, enfin je comprends ce que le président veut dire, prenez-vous en main, c'est la phrase de Kennedy. Vous nous demandez ce que l'Amérique peut faire pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les Amériques, mais on le fait. Mais on a besoin après d'un accompagnement dans la durée. Les biocarburants, le changement, au bout de 3 ans, les cuisines ne sont pas amorties. Alors après, la France a fait un travail pour restabiliser, et je suis très content que maintenant on affiche E5 et B7, ça veut dire que ce sont les biocarburants qui maintenant servent de référence pour les carburants à des niveaux raisonnables qui ne mettent pas en péril les équilibres alimentaires. Donc voilà un petit peu ma contribution pour pallier, si je puis dire, l'absence d'Olivier qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Merci Jean-Marie Chauvry. Alors on revient à la question de Guillaume Saint-Denis. Est-ce que l'un de vous quatre souhaite répondre? Oui? Je vais me tenter, mais j'irai à l'essentiel sur la question de l'organisation des filières, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la PAC actuelle, où grosso modo il y a 80% du budget qui est donné aux agriculteurs sans capacité d'orientation par les pouvoirs publics. Ça s'appelle les aides découplées. Et l'Europe est la seule à continuer dans cette voie-là, que les autres pays ont arrêté. Mais voilà, on touche là au cœur du sujet de la révision des règles de l'OMC en matière agricole. Et donc il y a seulement 4% aujourd'hui du budget de la PAC qui est dédié à des mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont des paiements pour services environnementaux déjà expérimentés depuis bien longtemps en Europe. Donc effectivement, il y a des gros enjeux d'organisation des filières, surtout dans les filières animales. Les filières végétales en France sont déjà très organisées, notamment la filière betterave. Il y a 2 coopératives qui structurent l'ensemble des producteurs. Après, voilà, le sujet des coopératives, c'est qu'on les renvoie... C'est un peu le bouc émissaire facile, en fait. Il y a des jeux politiques. Dorothée nous a appelé à essayer de les décrire, ces jeux d'acteurs. Voilà. Les coopératives agricoles sont souvent le bouc émissaire facile, notamment du syndicalisme ou des syndicalismes agricoles. Alors qu'effectivement, si les coopératives et l'organisation des producteurs peut apporter beaucoup de solutions, ils ne peuvent pas tout par rapport à une dérégulation des marchés qui est excessive aujourd'hui. On assiste au niveau international à un renforcement des politiques agricoles depuis 10 ans, depuis la crise alimentaire 2007-2008. Malheureusement, ce n'est pas le cas encore en Europe. Même s'il y a des éléments intéressants, alors c'est très technique, mais pour les fruits et légumes, depuis une trentaine d'années, ils s'organisent en coopérative et ils montent des programmes opérationnels, ils sont financés pour ça, notamment pour réguler la mise en marché. Et l'idée de la prochaine PAC, une des bonnes idées proposées par le commissaire à l'agriculture, c'est de pouvoir transposer ce système-là, notamment aux filières d'élevage, ce qui va permettre de sortir l'élevage laitier d'une situation de dépendance économique excessive. Mais forcément, il y a des jeux d'acteurs importants et il y a des grands groupes laitiers qui veillent au grain, si je puis dire. Sur le sol, l'usufruit est amortissable. C'est la pratique qui est faite dans certaines régions avec des vignobles à des prix assez forts, du démembrement de propriété, et l'usufruit va être amorti, et au bout de 30 ans, tout reviendra à la nue propriété. Il faut bien savoir qu'en France, on a plus des 2/3 des terres agricoles qui sont en location. En fait, on a la particularité en France d'avoir un système où les agriculteurs ne sont pas propriétaires de la terre, ils sont locataires. Et ils sont locataires avec des sortes de CDI, des baux tacitement reconductibles. Donc tout ça nous renvoie à l'après-guerre et donc à la sécurisation des fermiers, qui fait qu'aujourd'hui, un agriculteur a plus d'avantages à être un fermier très sécurisé que d'être un propriétaire. Avec un gradient important nord-sud, on a plus de 80%, 90% dans le nord de la France en location, ce qui fait effectivement revoir les questionnements autour de la fiscalité, même si vous avez raison, il y a des divergences assez importantes entre différents types d'investisseurs qui peuvent avoir quelques facilités par rapport à d'autres. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'essentiel, mais je suis prêt à poursuivre ce débat-là avec vous. Merci. Très rapidement, Sophie. Oui, je voulais juste compléter sur cette partie sol, parce que indépendamment du fait qu'un agriculteur est propriétaire ou locataire de son sol,
la valeur intrinsèque du sol, quelle que soit la qualité du sol, reste la même en fait. Cette qualité, ce prix, il est fixé en fonction de l'endroit où la personne se trouve. Qu'on ait un sol mort, sans matière organique, avec une capacité d'absorption hydrique nulle, ou une absence totale de biodiversité, le sol va toujours avoir le même prix. C'est bien le problème. Et c'est tout l'intérêt de méthodes comptables différentes où on va valoriser justement par le biais du jeu des amortissements. On va donner une valeur au capital sol qui va être égale aux dépenses engagées pour le maintien de ce capital. Donc, comme dans la compta, hein, le capitalisme, c'est la règle du maintien des capitaux financiers, et là on applique exactement les mêmes règles avec un capital naturel. Donc c'est tout l'intérêt de cette méthode, de dire finalement la valeur d'un sol de qualité va être valorisée de manière bien plus intéressante dans le patrimoine d'un agriculteur que ce qu'on aurait dans un sol complètement détruit, complètement dépendant finalement des intrants. Et voilà. Mais, pardon ? Merci à tous les quatre. Je vous propose de rester. Merci. Et je vous propose de rester en place, tout simplement parce que certains d'entre vous ont contribué à ce que nous allons présenter, notamment Michael Blais, et en plus ça ira plus rapidement à mon avis, au stade où nous sommes. Je vais donc passer la parole à Sylvie Gillet, qui est responsable du pôle environnement du réseau d'entreprises qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, piloté par Claire Tutenuy. Ce réseau EPE est un soutien depuis le début de notre forum BioResp, c'est un soutien aussi historique de notre forum NanoResp, donc nous sommes vraiment heureux que vous soyez présents, représentés aussi brillamment aujourd'hui avec la dynamique qui a été portée par EPE, qui est cette dynamique Act for Nature. Entreprise pour l'environnement est pilotée et présidée plus exactement par Jean-Dominique Sénard, dont on a parlé tout à l'heure, sur le rapport Nota-Sénard. Il y a peut-être cette correspondance, ça montre bien que les choses bougent peut-être à haut niveau. Et donc Sylvie Gillet va nous expliquer comment cette dynamique a été lancée et les fruits qu'elle a apportés et qu'elle va apporter. Merci. Donc bonjour à tous, merci vraiment Dorothée, Jean-Paul, les organisateurs du forum de nous permettre de restituer cette dynamique. Je vais faire ça de manière très modeste et je vous prie de m'excuser d'empiéter sur cette pause déjeuner parce que ça doit être compliqué pour vous d'attendre de déguster le buffet. Donc je vais simplement me contenter d'illustrer ce retour d'expérience et j'ai trouvé que des photos et des images sur lesquelles bien sûr je donnerai quelques indications vaudraient sans doute mieux que beaucoup de blabla, de discours, d'engagement. De toute façon, on suspecte les entreprises dès qu'elles parlent, dès qu'elles s'engagent. Michael l'a bien expliqué. Donc cette première photo qui a été prise un peu à l'insu des participants. C'est à EPE, donc l'association qui a 25 ans d'existence. Et peut-être vous reconnaîtrez certaines têtes, mais ce qui est important de souligner, c'est que Act for Nature est venu de l'idée qu'il convient de changer d'échelle pour enrayer l'érosion de la biodiversité. Parce que, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on se rendait compte que chaque fois qu'on assistait à un forum, à un colloque, à un petit déjeuner biodiversité, on se retrouvait toujours les mêmes ONG, les mêmes entreprises, les mêmes usual suspects, et que les rapports des scientifiques, que ce soit le GIEC pour le changement climatique ou l'IPBES, que je vous invite également à lire, les rapports scientifiques se faisaient de plus en plus alarmants. On a parlé quand même d'une extinction, de la sixième extinction. Donc là, on a décidé de changer d'échelle et de réunir tous les acteurs mobilisés, convaincus, qui pouvaient
faire bouger les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui sont à la fois, qui font partie du problème, qui sont le problème, mais qui sont aussi, pour utiliser une expression peut-être un peu dévoyée, qui font partie de la solution. Donc on s'est réunis à 20 partenaires, donc des réseaux d'entreprises. On a considéré que nos querelles d'ego, de territoire n'avaient plus mise, c'est trop urgent. Donc tous les réseaux d'entreprises se sont associés, toutes les ONG se sont retrouvées autour de la table, et des scientifiques, et les pouvoirs publics, et les entreprises. Donc on a commencé petit, c'est-à-dire au sein de PE, la commission biodiversité de PE. Et là, ces deux photos, c'est au moment où nous étions en train de rédiger, de nous entendre, donc tous ces gens différents, avec des postures, des silos, des manières de penser, toutes ces personnes ont accepté de rédiger une charte. Alors, Michael, tu diras encore une charte, ou je ne sais plus qui disait tout à l'heure encore une charte, mais je vous inviterai à la toute fin à lire ces 10 principes communs sur lesquels nous nous sommes entendus, pour que chaque entreprise, à son niveau de maturité, explique ce qu'elle pouvait faire de nouveau, de différenciant, de mesuré, de mesurable, pour enrayer l'extinction de la biodiversité, restaurer la biodiversité. Donc ça, c'est je crois que Dorothée avait utilisé à un moment donné le mot point d'orgue. Là, c'est le momentum. C'est très rare déjà de voir des patrons applaudir, et c'est très rare de voir des patrons réunis. Là, il y avait 40 patrons réunis le 10 juillet. La personne que vous voyez à peine, qui est déjà en train de sortir de la photo, c'était prémonitoire, c'est Nicolas Hulot, qui venait de faire un discours très inspiré, très inspirant. Et donc au premier rang, vous avez le nouveau président du MEDEF, Ruth Bézieux, Laurent Burel, le président de la FEP et également PDG de Plastic Omnium, Jean-Dominique Sénat, Jean-Laurent Bonafé, Patrick Pouyanné, j'ai oublié son nom, la directrice générale de Storengy, enfin derrière Cécile Prévieux, pardon, Augustin de Romanet, enfin bref, je ne vais pas tous vous les distinguer, mais ce qu'on a fait quand même d'assez génial en quelques mois à marche forcée et de manière très collaborative, c'est de se dire qu'il fallait qu'on touche ces têtes et qu'on les fasse parler, parce que pour que la biodiversité soit enfin mise dans les agendas des entreprises, parce qu'à chaque fois, on avait beau parler du fait que les sols s'appauvrissaient, s'artificialisaient, que les espèces extraordinaires, que la biodiversité ordinaire, à chaque fois, les experts biodiversité dans les entreprises nous disaient « and so what ?» Ça ne me concerne pas, je n'ai pas de lien direct, ça ne fait pas partie de mes impacts. Et donc, on s'est dit que si on arrivait à faire parler ces messieurs et ces quelques dames, qui sont une espèce en voie d'apparition, les dames dans le 440, si on arrivait à leur faire prendre la parole, ça allait avoir des effets puissants. Et pour ce faire, on a donc créé cette coalition avec divers partenaires dont je vous parlais tout à l'heure, vous en reconnaîtrez beaucoup sur cette photo. Et si on a intégré les réseaux d'entreprises, c'était vraiment pour pouvoir toucher le plus d'entreprises possible, pas seulement ceux qui ont partie liée avec la biodiversité, les cosmétiques, l'agroalimentaire, les carriers, les infrastructures linéaires, mais c'est-à-dire c'est vraiment une urgence qui concerne tous les acteurs économiques. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est qu'on a publié une brochure, j'en ai un exemplaire là, et je serai heureuse de l'offrir à qui le souhaitera. Cette brochure est en accès libre, téléchargeable gratuitement sur le site www.act4nature, Act4nature. Donc là, vous voyez les 65 entreprises à droite qui se sont engagées.
et à gauche, les partenaires de l'initiative. Donc, le 10 juillet, les patrons de ces 40 patrons parmi ces 65 entreprises ont expliqué en quelques minutes les engagements qu'ils allaient suivre, et la présence des ONG, des scientifiques, va justement permettre d'évaluer ces engagements. Ces engagements sont dans le domaine public. Donc vraiment, je vous encourage à aller titiller les entreprises et pour vous assurer qu'en 2020, ce sera l'année du bilan, puisque ce sera la COP14 de la Convention sur la diversité biologique, ce sera le congrès mondial de l'UICN à Marseille. Nous ferons un bilan avec ces 65 entreprises et avec toutes les entreprises désireuses de rejoindre l'initiative. On a ouvert une liste complémentaire et toutes les nouvelles entreprises ont la possibilité de produire des engagements individuels jusqu'au 31/12/2019. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire et je suis bien sûr prête à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Sylvie, merci pour cette dynamique vers le futur. Alors, nous arrivons avec un estomac